Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on apprend les langues, oui, avec Adam Lingua. On va revenir évidemment sur l'utilité de connaître une langue pour booster sa carrière et vous verrez aussi pour booster de manière générale notre économie. On en parlera avec le fondateur de cette entreprise, Olivier Haquet. Et puis Smart et Réglo, c'est chaque semaine, un avocat vient nous présenter un point précis de droit. On parlera aujourd'hui du CIRF, on vous explique tout dans quelques instants. Et évidemment, restez avec nous. Le Cercle RH, un grand entretien avec le DRH de Carrefour. 330 000 salariés, 100 000 emplois en France. On parlera évidemment de cette crise Covid, du recrutement, de la rétention des talents, de la transformation, pour ne pas dire de la révolution du secteur avec le digital qui est là et qui s'impose. On fera le point avec lui, évidemment, dans le Cercle RH et dans Fenêtre sur l'emploi, l'open sourcing, quand le data est un outil essentiel de recrutement. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, aujourd'hui bien dans ces langues vivantes, on appelle ça des langues vivantes, parce que c'est vrai que quand on maîtrise une langue ou des langues, et ben c'est vrai qu'on est plus performant en entreprise. On en parle avec Olivier Haquet. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite ce matin, fondateur de Adam Lingua. D'abord, Adam Lingua, ça veut dire quoi? Parce qu'on hésite à dire lingua et vous me dites c'est lingua. Non, c'est parfait, vous l'avez bien prononcé. Adam Lingua, c'est déjà un peu plus sympathique qu'Adam Linga, mais surtout, ça veut dire, à l'origine, quand j'ai créé la société il y a maintenant plus de 15 ans, les cours de langue à domicile. Bon, des domiciles, on est passé aux entreprises, des entreprises, on est revenu finalement au domicile avec le Covid et la distance, donc, mais ça veut dire ça. Vous avez, j'imagine, une maîtrise de plusieurs langues. Alors, vous êtes entrepreneur, votre histoire, c'est l'entrepreneuriat. Avant tout. Il y a longtemps, vous êtes passé par l'ambassade de France, mais c'était il y a longtemps. Vous avez l'esprit d'entreprise. Les langues, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait de maîtriser? Vous maîtrisez combien de langues d'ailleurs? Alors, moi, j'en ai appris beaucoup. Après, celle que je pratique aujourd'hui, il n'y a plus que l'anglais, finalement. Mais j'en ai appris une demi-douzaine facilement. Une demi-douzaine? Une demi-douzaine, du chinois, du japonais, pour les plus originales, on va dire. Enfin, original, c'est de moins en moins original. Et puis, dans les plus classiques, l'espagnol, l'allemand, enfin, des langues européennes, on va dire. Elles vous ont apporté quoi à titre personnel? Alors, en fait, et d'ailleurs, ça fait le lien avec ce qu'on observe aujourd'hui dans les études qui sont lancées. Ça m'a apporté, avant tout, plutôt qu'une maîtrise linguistique, c'est le paradoxe, plutôt une forme d'agilité, une forme d'intérêt, une forme d'ouverture. Et c'est des choses qu'on retrouve, d'ailleurs, quand on lance des analyses sur l'impact des langues, et bien sur la capacité à être peut-être, alors je ne vais pas parler pour moi, je vais parler de manière plus générale, de manière peut-être plus créative, d'être plus adaptable. En tout cas, c'est des conséquences qui ne sont pas seulement directes sur le fait de communiquer avec un autre interlocuteur, c'est le fait de pouvoir aussi avoir un mode de pensée légèrement différent et peut-être plus flexible. Au risque même de dire un poncif, c'est s'ouvrir plus largement sur le monde, c'est d'avoir envie de connaître aussi sa culture, ses civilisations, d'aller même sur place. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même tout ça qui est intéressant aussi dans la langue. Il y a tout l'intérêt culturel, il y a tout l'intérêt de communication, mais les études neuropédagogiques, enfin tout ce qui tourne autour du fonctionnement du cerveau montrent des impacts qui sont insoupçonnés sur la capacité à appréhender un sujet de manière différente et peut-être avec des clés de lecture qui sont plus variées, parce que la logique d'une langue, c'est pas la même, c'est surtout pas la même quand on sort de sa sphère européenne, on va dire. Alors Adam Lingua, vous l'évoquiez très, très brièvement et on va en parler, puis on va aussi parler de cette étude avec le cabinet Asterès, parce que cette étude, elle donne aussi une autre dimension sur le volet économique, on va en parler évidemment, visio, domicile, entreprise, sur place, en centre, vous avez la palette de choix, avec un choix de langue de combien de langues? On va jusqu'où? Alors, on enseigne 10 langues, les 10 langues les plus demandées, on va dire. On en faisait encore plus par le passé, mais enfin c'était anecdotique, donc on a arrêté. Mais bien sûr, anglais en très grande force, mais espagnol, allemand, italien, chinois, russe, portugais, arabe, français, langue étrangère et japonais. Vous l'avez dit, Arnaud, sous forme de cours présentiels, mais Covid explique de plus en plus de distanciel. Et ce qu'on observe, c'est que même si le présentiel repart, ça s'est quand même bien installé. Il y a quand même une souplesse à prendre des cours de 30 minutes à peu près quand on veut, y compris le soir, y compris le week-end, y compris le midi. Quand on a... J'ai une pause, je prends mon cours, je mets mon casque et j'apprends. C'est ça, c'est vraiment... avant, chez nous, c'était 2 tiers de présentiel, 1 tiers de distanciel. C'est maintenant l'inverse, même
après un petit rebond du présentiel depuis la rentrée. Le cadre peut s'isoler. Il a sa pause, il ferme la porte de son bureau où il met dans une salle de réunion et il se connecte pour la demi-heure avec son formateur, sa formatrice. On est d'accord? Complètement, parce que quand vous faites du présentiel, que ce soit vous, Arnaud, temps de déplacement, nous, ou bien si on se déplace, c'est votre cas, il y a le temps de déplacement. Oui. Alors qu'avec la visio, vous tournez la webcam et puis c'est bon, ça démarre immédiatement. Donc, on peut, et donc la conséquence, c'est qu'on peut faire des formats qui ne sont tout simplement pas possibles logistiquement parlant en présentiel, où il va falloir déjà supporter le temps de déplacement. En plus de ça, on se retrouve avec des capacités à faire des cours qui vont hybrider, on va dire, l'avantage du présentiel avec du face-à-face, parce que nous, ce qu'on propose, c'est tout le temps un formateur en face de vous, et pas seulement, et pas du tout, d'ailleurs, de l'e-learning, vous allez vous retrouver un peu isolé. Donc, on lit le meilleur des deux mondes, on va dire. C'est quand même intéressant, j'ai même l'impression que le distanciel permet aussi à celui qui se forme, parfois un peu mal à l'aise, pas à l'aise avec la langue, d'être finalement plus relâché que d'être physiquement avec le prof. On est parfois un peu écrasé aussi par ce prof. Il y a peut-être moins de censure, ça c'est sûr. J'ai l'impression. Il y a peut-être moins de retenue. Et puis, on est dans un environnement qui est souvent familier. On est soit dans son salon, soit à minima dans son bureau personnel. On n'est jamais loin de la machine à café. Et, dans son environnement. Dans sa zone de confort. Ça fait une véritable immersion chez soi, quoi. Revenons sur votre étude, oui. je leur dis, qui a été faite en collaboration avec Nicolas Bouzou, qui vient souvent sur ce plateau, et le cabinet Asterès. Cette étude, elle va au-delà de la simple relation d'apprentissage. Là, on découvre en fait que la maîtrise d'une langue est un atout de carrière. Mais en allant plus loin, c'est aussi, ça booste notre économie. On ne le dit jamais, ça. Et d'ailleurs, c'est la raison, de cette étude. Arnaud, de cette étude. C'est qu'au départ, on nous a souvent dit, oui, alors les langues, on en parle tout le temps, on sait que c'est utile, mais prouvez-nous que ça a un impact. Et donc, on a eu une démarche très rationnelle. On a décidé, avec la Fédération des acteurs de la compétence, dont je fais partie, de mandater un cabinet, Asterès, le cabinet de Nicolas Bouzou, avec cette question, quel est l'impact de l'apprentissage des langues, pas seulement sur ce qu'on a dit en introduction. Pour le mesurer, pour le quantifier. Sur l'aspect intellectuel, c'est pour le quantifier de manière économique, macroéconomique, et au niveau de trois axes, si on peut dire, au niveau du salarié lui-même, au niveau de l'entreprise et au niveau du pays. Bien sûr. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir des impacts quantifiés. Cette étude, c'est une étude qui fait 54 pages, qui est couverte de plusieurs dizaines de ressources et d'études documentaires. Et de tableaux statistiques, pour le dire simplement. Il y avait un modèle mathématique qui a été fait. En un mot, l'étude, elle permet aux salariés quoi? De booster le salaire? Alors, au niveau du salarié, elle permet de booster le salaire dans une moyenne de 4 300 € par an supplémentaire entre quelqu'un qui maîtrise une langue et quelqu'un qui n'en maîtrise pas une. 4 300 € annuels, c'est pas rien. Et ça, ça a été documenté de manière précise. Le deuxième impact, moi, qui m'a marqué, c'est l'impact sur macroéconomique. Cette fois-ci, je prends la focale inverse, au niveau véritablement du pays, où on se pose la question, qu'est-ce qui se passe si on arrive à avoir 1% de plus de gens qui maîtrisent l'anglais, qui maîtrisent une langue étrangère à un niveau, alors je ne peux pas être trop technique, enfin un niveau B2. C'est-à-dire le niveau B2, c'est un niveau, il y a 6 niveaux dans le cadre européen de référence, A1, A2, B1, B2, C1, C2. B2, c'est déjà un bon niveau, c'est le niveau où vous arrivez à vous débrouiller de manière autonome, et puis vous n'êtes pas bilingue, mais vous maîtrisez très bien. Eh bien, si vous avez 1% de plus de salariés qui maîtrisent une langue au niveau B2, vous augmentez, et c'est le chiffre qu'on peut détailler ensuite, mais de 4,5 milliards les exportations. 4,5 milliards les exportations françaises, principalement sur les services. Et on en a besoin. Et on en a besoin, je ne vais pas faire de référence à des échecs récents. Bien sûr, nos exportations peinent d'une manière générale. Voilà, mais c'est vrai que ça paraît aussi assez évident que plus vous allez avoir d'interactions entre deux locuteurs, un français de l'autre côté et un marché extérieur, et ben vous allez mieux vendre, surtout sur les services, parce que l'étude elle a été faite aussi sur les biens. C'est vrai. Alors les biens, c'est moins impactant parce que... sur les services, ouais. Mais sur les services, qui est quand même le cœur de l'économie, enfin
le cœur, la majorité d'économie française. On est un pays de service. On est un pays de service. Ben oui. Et ça, c'est le côté des exportations. Il y a un deuxième aspect qui est totalement aussi évident, même si en ce moment, post-Covid, on en souffre encore un peu, c'est le tourisme. Bien sûr. Bien évidemment, à Paris. Paris, bien sûr. Vous avez l'accueil des... La capacité d'accueillir des touristes dans leur langue. Et pour la première fois, et c'est vraiment la première fois qu'on a des éléments chiffrés, eh bien, on est capable de dire qu'est-ce que représente, quel est le retour sur investissement si on investit un peu plus dans la formation en langue. Olivier Aquin, un dernier mot, même plusieurs. Vous êtes très attaché à ce CPF. Alors, le CPF, on le sait, c'est le compte de formation, compte professionnel de formation. Il a fallu d'ailleurs transférer son DIF vers ce CPF. Ouais, ça, c'était l'événement du début de l'été. Grand événement, on recevait des SMS, des mails. Attention. Malheureusement, un petit peu. Vous le soutenez, CPF, vous dites que ça a bien marché après tout. C'est un outil très, très fluide, très pratique. Alors ça, d'un point de vue de la mise des inscriptions, des lancements de formation, c'est génial. Parce qu'avant, il fallait demander à un tel, bidule, machin. Désormais, le salarié, il décide sur l'appli CPF, il va sur l'appli Mon compte formation, il choisit une formation, elle est reconnue, elle est éligible, elle est certifiée d'un point de vue qualité, et c'est lui qui entreprend de s'inscrire par lui-même. Qu'est-ce qu'on observe si on fait le bilan à cette rentrée d'automne, eh bien, on est à 2,7 millions d'inscriptions depuis le lancement du CPF. Un chiffre qui m'a marqué. Chez Adam Lingua, non, rassurez-moi. Non, ça c'est national. Sinon, c'est colossal. Ça, c'est tout le CPF. Vous me faites peur. Et vous allez voir les chiffres derrière, vous allez comprendre que non, ça ne peut pas concerner qu'une seule entreprise. Et dont 10%, ça c'est un élément que je trouve intéressant, dont 10% de salariés qui ont complété leur budget CPF en finançant une part de la formation. Et il faut quand même préciser que parfois on rêve un peu en ouvrant le CPF, puis quand on met en face le prix de la formation, il faut sortir un peu le portefeuille quand même. Exactement. Alors des fois, je vous dis, en 10% des cas, les gens sortent la carte bleue, parce que c'est insuffisant. Ou la carte bleue, ouais. Et au total, ça représente 3,5 milliards de dépenses pour l'État quand même. Donc c'est pas négligeable. Et effectivement, le choix est assez vaste. Le trio de tête reste les langues, le permis de conduire, la création d'entreprises. C'est les langues qui dominent. Mais effectivement, beaucoup les langues, ce qui est raccord avec ce qu'on disait au préalable. Instinctivement, les salariés savent ce dont ils ont besoin. Juste avant de nous quitter quand même, on est tous passés par des structures scolaires françaises, c'est votre cas. Beaucoup critiquent, voire même contestent notre modèle éducatif, puisque nos difficultés de langue viendraient aussi de notre méthode éducative. Bon, vous allez me dire, vous ne vous en plaignez pas chez Adam Lingua, parce que vous récupérez tous ces élèves qui ont été cabossés par l'éducation nationale pour ensuite les former. Mais quand même, notre modèle ne marche pas. Effectivement, je pourrais me contenter de ça, mais c'est quand même, vous posez quand même une question extrêmement pertinente. On apprend les langues pendant 10 ans, hein, grosso modo. Et à la fin, il n'en sort rien. Et à la fin, eh bien, on en ressort avec des niveaux qui sont réduits. Je parlais tout à l'heure du cadre européen de référence, donc ça permet quand même d'avoir... C'est quel niveau là? On est en B1? En fin de terminale, le niveau moyen, d'ailleurs, quand on teste la plupart des salariés, on est à un niveau A2. Un niveau A2, c'est-à-dire le deuxième niveau sur les 6 niveaux du cadre européen de référence. Donc c'est vrai que factuellement, il manque un petit peu quelque chose. Peut-être aussi que l'objectivation de la nécessité d'une langue est plus évident dans le monde professionnel, parce qu'on en voit l'immédiateté, on en voit l'utilité. Enfin, c'est quand même un gâchis, parce que si on formait convenablement nos élèves... Encore une fois, 10 ans, vous vous rendez compte, Arnaud, ce que ça représente, 10 ans de formation, même d'un point de vue de la dépense publique, c'est colossal. Je serais tout à fait intéressé à connaître le coût de la formation initiale en langue comparé au coût de la formation complémentaire. Oui, c'est un vrai sujet de passer autant de temps dans une salle de classe pour apprendre une langue, quelle qu'elle soit, et finalement de ne pas être capable de la maîtriser au bout de 10 ans. C'est clair. Ouais. Merci Olivier Aquet d'être venu nous éclairer à la fois sur vos activités, Adam Lingua, une entreprise créée il y a 15 ans et qui propose une gamme très large de langues avec tous les systèmes visio, centre, présentiel, et puis nous éclairer sur cette étude Asterès que j'imagine on peut retrouver dans le détail sur votre site. On peut retrouver sur notre site, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux de notre société, on peut les retrouver aussi sur la Fédération des acteurs de la compétence. C'est ça, et vous étiez en accord évidemment, et vous êtes membre des acteurs de la compétence. Merci. Merci Arnaud. Olivier Aquet de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Hasta luego, donc peut-être on peut dire, c'est pas mal. C'est un début. Puis en plus, c'est pas de l'anglais seulement. C'est pas que de l'anglais, c'est vrai. C'est pas que de l'anglais. Smart et réglo. Là, on va revenir au français, mais on revient au droit. Le droit, rien que le droit, avec Étienne Pujol. Et c'est Smart et réglo. Et c'est tout de suite. Smart et réglo. Le droit, rien que le droit, avec Étienne Pujol.
Bonjour Arnaud. Bonjour Étienne, vous êtes avocat en droit social chez Berilo. Oui. Vous en êtes le fondateur d'ailleurs. Oui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans notre émission, vous le savez. Alors là, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire fourcher ma langue, puisque on va parler du CIFRE, Oui. et non pas du chiffre. Et non pas Il y a du un chiffre. F qui a disparu. Alors, c'est un sujet très pointu, dont les grands médias, les médias mainstream ne parlent pas, et qui pourtant a un intérêt fondamental pour notre économie. Alors, qu'est-ce que le CIFRE ? Alors le CIFRE, effectivement, vous avez tout à fait raison Arnaud, c'est une forte valeur ajoutée. C'est un de ces contrats qui sont méconnus dans le système juridique français et qui pourtant sont d'une énorme valeur ajoutée, aussi bien pour les entreprises que pour le public qu'ils visent, c'est-à-dire les doctorants. En fait, le CIFRE, c'est une convention tripartite entre une entreprise, un établissement de recherche et un thésard, un doctorant, par lequel en fait le thésard va être recruté par l'entreprise pour faire essentiellement des travaux de recherche et développement. On ne va pas se voiler la face, c'est assez technique, assez pointu puisque c'est le sujet d'une thèse. Et l'avantage principal, c'est que ce contrat est sponsorisé. Alors ça, concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que j'avais creusé ce sujet, il y a un vrai débat entre la recherche fondamentale et les chercheurs doctorants qui disent « moi, je ne veux pas me marier avec une entreprise pour faire de la recherche », mais on a quand même le sentiment, quand on creuse ce sujet, que les doctorants ont de moins en moins de choix. S'ils veulent financer leurs travaux de recherche, ils doivent être, comme vous dites, on dit bien sponsorisé, c'est votre mot ? C'est un mot juridique ? Non, c'est pas un mot juridique, mais en fait, ça illustre bien ce que c'est. C'est parce que l'État, en fait, va prendre en charge la quasi-intégralité du coût de ce salarié pour l'entreprise. Avantageux pour l'entreprise. C'est pas banal. On a de la main-d'œuvre, un chercheur qui est hyper qualifié, puisqu'il fait des travaux sur un sujet spécifique pour lequel on va le recruter. Si l'entreprise va aller voir l'établissement de recherche en postant une annonce en disant j'ai besoin de quelqu'un pour tel sujet hyper spécifique. Et parfois même, elle va voir le directeur de thèse en disant ça serait bien que vous orientiez vos étudiants sur ce sujet-là. C'est ce que j'évoquais. Voilà, exactement. C'est un sujet, ça. C'est un sujet où il y a un retour sur investissement. Surtout ça qui est essentiel. Et d'ailleurs, le gouvernement ne s'y trompe pas. Il veut, et c'est aussi le sujet d'actualité pour vous chez Bismart, il y a un décret qui vient de paraître, qui vient de mettre en place un nouveau cadre pour ces conventions de recherche. Et donc, il y a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise, mais aussi pour le doctorant, parce qu'il va à la fois bénéficier du support et de l'appui logistique, je dirais, de son établissement de recherche dans le cadre duquel il fait sa thèse. Évidemment, puisqu'il y a des machines, il y a les laboratoires. Etc. Bien sûr. Mais également l'application pratique de sa recherche. C'est-à-dire qu'étant déjà immergé dans l'entreprise, dans une entreprise, au sein de laquelle il va faire ses travaux de recherche, entouré de camarades, et puis avec une finalité aussi, une application pratique de ses travaux de recherche, eh bien, c'est déjà un pied qu'il va mettre dans le monde professionnel. Et beaucoup de CIFRE, beaucoup plus que les thésards normaux, rentrent dans le monde de l'entreprise à l'issue de leurs travaux. Le CIFRE, pour pas qu'il y ait de malentendu avec ce mot un peu barbare, Convention industrielle de formation par la recherche. Par la recherche. Par le la PAR recherche. est très important. Le PAR. Exact, c'est le PAR qui est très important. Étienne, le concret, CDI, CDD, c'est quoi le salaire ? Combien verse l'État ? Alors, comment ça marche ? Comment ça marche concrètement ? En fait, c'est soit CDI, soit CDD, donc à durée indéterminée parce qu'on a confiance, peut-être qu'on le connaît déjà. Mais plus généralement, c'est un CDD, donc un CDD entre guillemets classique, mais sauf que la durée est plus longue que les CDD normaux, puisque déjà pour ces contrats-là, la durée maximale était de 3 ans. Le nouveau décret, la nouvelle convention de recherche permet une extension jusqu'à 5 ans de ces CDD. Et surtout, l'aspect le plus important dont on parlait en introduction, c'est la rémunération. La rémunération, elle est au minimum de 2 000 € par mois, 1 950. Bref, environ 2 000 €. Donc, ce qui fait un coût annuel de 24 000 €. On est en net ou on est en brut là ? On est en brut. On est en brut. On est à 24 000 € en brut, rémunérés donc à l'année auprès du chercheur. Ça, c'est l'État qui verse. Alors ça, c'est l'employeur qui rémunère 2 000 € par mois. Et l'État abonde. L'État va rembourser, entre guillemets, c'est pour ça que je vous parlais de sponsoriser, va rembourser l'employeur à hauteur de 14 000 € par an. Ce qui fait un net à charge. Ça fait un doctorant à 14 000 €. Voilà, ça fait un doctorant à 24 000 moins les 14 000, donc plus que 10 000. Plus 10 000, il y a les charges sociales derrière. Donc effectivement, ça a un coût quand même, un reste à charge qui peut être important. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que comme ce sont des travaux de recherche et développement, la plupart des travaux vont pouvoir être éligibles au crédit impôt recherche. Au crédit impôt recherche. Ah, oui. Et éventuellement même au brevetage du travail. Les applications pratiques, exactement, appartiennent à l'employeur. Ce qui, précision hyper importante, parce qu'on a évoqué ce point-là sur les stagiaires au printemps dernier. Exact. La propriété, la titularité des inventions qui sont faites dans le cadre des travaux appartiennent bien à l'entreprise parce que c'est bien un salarié. Le stagiaire, on avait vu que ce n'était pas systématiquement le cas. Ouais, vous aviez soulevé le débat entre le stagiaire qui effectivement faisait des travaux. Là, celui qui est thésard, qui travaille sur un domaine précis, je ne sais pas, un domaine, il dit j'ai trouvé cela, l'entreprise est propriétaire de sa recherche ? Oui, exactement.
Donc il ne peut pas... Dans le cadre du contrat, on prévoit, déjà le contrat de travail le prévoit, le code de propriété intellectuelle aussi, mais le contrat de travail va aussi prévoir la dévolution du droit à l'employeur. C'est dur, hein, Si c'est des brevets, il y a une rémunération dans le cas des travaux de recherche. En royalties. Exactement, mais il n'y a pas de question sur à qui appartient l'invention, puisqu'elle est faite dans le cadre de ce contrat-là. Vous n'êtes pas là pour répondre à ce que je vais dire, évidemment, Étienne Pujol, mais quand on regarde le salaire finalement que reçoit ce thésard, c'est quand même des gens qui étudient pendant 10 ans, les doctorants, hein, c'est quand même un travail de dingue, ils sont à 1 200 € quand même. Ils sont à 1 200 € minimum. Les entreprises, si elles veulent vraiment s'attirer les talents et avoir de la valeur ajoutée, elles font un effort. Du coup, elles vont faire un effort. Ça coûte, enfin, encore une fois, le reste à charge pour l'entreprise est infinitésimal par rapport à quelqu'un qu'elle recruterait en sortie d'école. Peut-être sans ses travaux de recherche, de thésard, etc. Mais elle recruterait un jeune ingénieur post-diplôme, elle le paierait beaucoup plus cher. Donc elle peut faire un effort sur le CIFRE. Chaque année, en fait, il y a 10% des thésards qui rentrent dans les conventions CIFRE. L'objectif du gouvernement est d'augmenter ce seuil-là parce qu'il y a de moins en moins de doctorants chaque année. Et oui. Donc, voilà, parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés, ces doctorants. Pas de débouchés. Or, quand même, il faut savoir que la plupart et l'immense majorité des conventionnés CIFRE rentrent beaucoup plus facilement dans la vie professionnelle et sont toujours dans des missions de recherche et développement. Les statistiques gouvernementales sont... Oui, c'est 70% qui rentrent dans le privé et qui trouvent un débouché à leurs travaux de recherche. Immédiatement, donc, parce qu'elles ont déjà le pied dans l'entreprise, elles ont donc déjà l'appréhension pratique de leurs travaux qui, normalement, sont plutôt théoriques. Ils sont dans leur institut de recherche, ils font des travaux de recherche fondamentale, etc. Mais les débouchés pratiques, ils ne les voient pas forcément. Là, oui, ils ont déjà un pied dans l'entreprise et ça, c'est hyper important pour ce public-là. Vous êtes venu nous faire finalement un focus et un éclairage sur ce CIFRE qui est mal connu. Votre métier d'avocat, c'est aussi d'accompagner vos clients en les éveillant à l'idée de... Mais vous avez pensé aux CIFRE? Parce que souvent, j'imagine qu'ils vous disent « Ah, mais je ne sais même pas que ça existe ». Exactement, et les startups, vous le savez... Enfin, c'est bon pour les startups, ça. Exactement. Ces jeunes pousses, elles ont des problèmes de cash souvent, elles n'ont pas forcément les moyens, après une première, deuxième levée de fonds, de financer des charges fixes que sont les salariés. Et là, elles ont la possibilité d'avoir un élément hyper qualifié qui va les aider dans le développement de leur algorithme, de leur application pratique, etc., à un coût, encore une fois, qui est parfois moins cher qu'un stagiaire. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et donc, effectivement, mon métier, c'est de promouvoir ces conventions-là dans la mesure du possible, en tout cas de sensibiliser les entreprises à aller chercher des thésards, à se rapprocher des instituts de recherche pour recueillir un public très qualifié qu'elles pourront recruter. Ça marche surtout quand même dans les sciences dures, dans tous ces travaux de recherche entre la biotechnologie et les innovations. Je pense aux thésards en histoire ou en psychologie, c'est quand même plus compliqué pour eux. C'est plus compliqué, mais parfois... Dur de trouver leur place quand même. Oui, exactement, mais parfois les sociologues aussi peuvent le faire pour développer des algorithmes, l'architecture d'algorithmes, etc. Donc c'est aussi ouvert parfois aux sciences humaines. Un peu moins quand même. Un peu moins. La recherche est évidemment plutôt sur la recherche et développement. Merci Étienne Pujol de nous avoir éclairé sur ce CIFRE, avec tous ces chiffres, pour faire ce vilain jeu de mots. Cabinet Berilo, avocat en droit social, mais pas seulement, mais spécialisé en droit social. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans Smart et Réglo chaque semaine. Cher Étienne, on fait une courte pause, on s'intéresse au cercle RH maintenant, sous forme de grand entretien, avec le DRH de Carrefour. 330 000 salariés dans le monde, 100 000 salariés en France. D'ailleurs, c'est quoi le métier d'un DRH quand on dirige une si grande entreprise? On va parler évidemment des recrutements, de la rétention des talents, du digital et aussi de la transformation du secteur des hypermarchés, évidemment, qui sont challengés, on peut le dire, par les GAFA. On va en parler avec lui. C'est dans quelques instants, juste après cette pause. Le cercle RH, le débat. Aujourd'hui, un grand entretien avec le DRH de Carrefour. 330 000 salariés, peut-être un peu plus. 100 000 salariés en France, 330 000 dans le monde. Jérôme Nanty, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. DRH de ce groupe, c'est bien 330 000 dans le monde? Oui, c'est 330 000 dans le monde. Hors, évidemment, magasins franchisés, puisque nous sommes présents dans un certain nombre de pays en franchise. Et en franchise en France aussi, d'ailleurs. Et en franchise en France aussi, d'ailleurs. Juste un mot, parce que je le pose à tous les DRH des grandes entreprises qui s'assoient ici dans ce studio. C'est quoi le métier de DRH d'une entreprise, d'abord, aussi connue, avec un nombre aussi important de salariés? C'est quoi une journée type d'un DRH qui gère 330 000 salariés? Alors, vous ne les gérez pas en direct, bien évidemment. Je crois que la journée type d'un DRH, mais je pense que c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, mais c'est évidemment encore plus vrai dans une très grande entreprise, c'est que vous traitez dans une journée
un nombre de problèmes de nature extrêmement différente. Et dont certains sont totalement imprévus. C'est-à-dire que là, il est 8h30 du matin, je suis en face de vous, je sais un certain nombre de sujets que j'aurai à traiter, mais je sais aussi qu'il va se produire dans cette journée des événements internes à l'entreprise que je ne connais pas encore. Et je crois que l'intérêt de ce métier vient de là. Il vient de ce que la variété est extraordinairement divers et qu'il y a une très grande part d'imprévu, d'imprévisible. Un petit bilan quand même, parce qu'on est dans une rentrée, c'est reparti globalement. Comment vous l'avez traversé, vous, cette crise Covid? Comment on vit lorsque vos collaborateurs sont en première ligne, qu'on vous dit il faudra tenir, il faudra livrer? Vous étiez évidemment vous aussi en première ligne, votre patron était en première ligne. Comment vous l'avez géré ça? Comment vous l'avez vécu? Je pense que ça a été plus compliqué pour nous au début qu'à la fin, parce que au début, on a dû effectivement organiser la continuité de l'activité. Et quand on dit continuité, il y a même eu des pics d'activité par rapport à des périodes normales, alors que finalement... Oui, c'était même meilleur en termes de conso, les Français... Oui, alors il y a eu des pics de consommation, notamment de précaution au moment de la mise en place du premier confinement. Et alors même que finalement, on l'a oublié déjà aujourd'hui, mais on avait très peu d'informations sur ce qui était en train de se passer et qu'on devait gérer cela dans un climat extrêmement anxiogène auquel nos salariés n'échappaient pas. En revanche, j'allais dire à la fin, dans la suite de cette crise, par rapport à d'autres qui ont été mis à l'arrêt et qui ont dû organiser la reprise, on a été beaucoup plus dans une continuité. Vous n'êtes pas arrêté? Non. Eh oui. Il n'y a pas eu de rupture, en définitive, comme il y a pu y en avoir dans certains secteurs d'activité. Un mot sur le télétravail, parce que ça, c'est l'actualité sociale de la rentrée. Là, évidemment, tous ceux qui poussent les portes d'une grande surface, c'est-à-dire la très grande majorité des Français et de Carrefour, ils voient bien que les salariés, de toute façon, ils sont sur site. On ne peut pas télétravailler quand on met en rayon. On est d'accord. Comment ça se passe, cette question du télétravail? Accord, pas accord, hybridation pour ceux qui peuvent le faire, au siège peut-être, ou dans des métiers plutôt en back-office. Comment ça s'organise à Carrefour? Alors, la question ne se pose pas pour les fonctions opérationnelles que sont les magasins et les entrepôts, d'autant plus que depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, les magasins ont été recentrés sur des fonctions très commerciales, très opérationnelles, donc il y a de moins en moins d'administration dans les magasins. Elle se pose en revanche sur les sièges. Nous avons environ 8000 personnes dans nos sièges en France. Nous en avons pas loin de 30 000 dans le monde. Et donc la question se pose, d'ailleurs d'une manière qui n'est pas très différente selon les pays. Je ne crois pas. Il y a deux choses dont je suis à peu près convaincu sur ce sujet. Le premier, c'est que cette crise ne sera pas une crise de rupture de ce point de vue. Elle va accélérer des transformations qui étaient précédemment à l'œuvre. Et paradoxalement, ce que nous avons vécu, cette expérience totalement inédite, imprévisible, historique, de télétravail généralisé, forcé, soudain, nous en a aussi montré les limites. Donc tout l'enjeu, ça va être maintenant de trouver le bon équilibre entre la présence au bureau et le travail à distance. Et je ne crois pas que le sujet le plus compliqué soit de savoir si c'est 1, 2 ou 3 jours de télétravail. Je crois que ce qui a vraiment changé dans cette crise, c'est qu'on a demandé du jour au lendemain à nos salariés d'être autonomes dans la gestion de leur temps et de leur espace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur a dit ce qui était le cadre structurant de votre vie professionnelle, c'est-à-dire d'arriver au bureau à une heure donnée, de vous installer à une place donnée. Et d'en partir à un horaire donné. Et d'en partir à un horaire donné et de répéter cela tous les jours, c'est fini. Du jour au lendemain, c'est fini. Vous allez devoir apprendre à gérer à la fois le moment auquel vous arrivez, l'endroit où vous vous asseyez, le moment auquel vous repartez. Et je pense que c'est ça la vraie nouveauté. C'est qu'on va... Et cette autonomie qu'on leur a donnée, qu'on leur a demandé de prendre, ils ne vont pas nous la rendre. C'est évident. Et donc, l'unité de temps et de lieu qui a structuré beaucoup de nos activités, surtout des activités traditionnelles comme la nôtre, je pense que c'est terminé. Donc, ça veut dire concrètement, conclusion, qu'est-ce que dit le DRH là? Ça veut dire concrètement que nous allons devoir
apprendre à vivre dans un monde hybride où non seulement tout le monde ne sera pas là en même temps, mais où on va en plus laisser donner de la liberté à nos salariés dans l'organisation de leur temps et donc dans l'articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et donc, ça va être extraordinairement exigeant sur le plan de la qualité managériale. En fait, c'est très facile c'était beaucoup plus facile, de manager dans le monde ancien, parce que vous managiez par la présence, en fait, et quasiment par le contrôle visuel. C'est ça. Demain, vous devrez apprendre à manager des collaborateurs qui, non seulement ne sont pas tous là, mais en plus qui ne sont pas tous là en même temps. Et donc, ça va être très exigeant, très compliqué. On a lancé un projet c'est même qui s'appelle en bon français Smart Ways of Working. Bien sûr. Et qui est destiné à donner à tous nos pays les outils qui vont leur permettre de piloter cette transformation managériale qui est un de nos très gros enjeux. Au-delà de combien de jours de télétravail et combien de jours à distance. C'est intéressant, Jérôme Nanty, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de plus petite taille qui nous disent la même chose, qui nous disent notre enjeu aujourd'hui, c'est les managers, c'est de permettre de pouvoir avoir des managers un peu moins, entre guillemets, autoritaires ou surveillants, plus dans l'autonomie. Et d'ailleurs, la NDRH a sorti tous les 6 mois des études indiquant que la productivité, je ne sais pas si vous le confirmez, des collaborateurs a été là. C'est-à-dire qu'en donnant de l'autonomie aux collaborateurs, globalement, les gens font le travail et ils le font plutôt bien. Est-ce que vous avez constaté ça chez Carrefour ? Oui, alors je pense qu'effectivement, on va passer en fait du contrôle à la confiance. C'est ça. Mais tout le monde n'est pas égal face au travail à distance. Évidemment. Et ça, c'est un des gros enseignements de cette période. D'abord parce qu'il y a des salariés qui savent le gérer, qui savent s'organiser mieux que d'autres. Et donc, c'est très compliqué parce que du coup, vous devez être très attentif aux éventuelles dérives individuelles, soit de salariés qui, en fait, surtravailleraient pendant ces périodes, parce qu'ils n'auraient plus les limites à leur temps de travail habituel. Il faut leur mettre le mort aux dents, calmez-vous. Soit de ceux qui travailleraient moins. Dans des syndromes d'isolement ou de désengagement. Alors, on doit être extrêmement attentif à ça. On a mis en place des mécanismes pour détecter les signaux faibles. C'est évidemment compliqué parce que par construction, on parle de salariés qui ne sont pas présents sur le site. Alors, parlons des magasins, parce que là, on parle de ceux qui sont en possibilité de travailler ou de télétravailler, avec tous les dispositifs mis en place par Carrefour. Il y a eu cette prime de 1 000 €, il faut quand même le préciser. Oui, absolument. Et ça, c'est important parce qu'elle avait été annoncée par votre président et elle a été maintenue à l'ensemble des salariés. C'est important de le dire. Nous sommes la seule entreprise de cette taille qui avons annoncé aussitôt que c'était le 22 mars, donc 2020, que nous allions verser sans condition. C'est Carrefour qui s'est exprimé en premier. Exactement, une prime de 1 000 € aux 85 000 salariés de nos sièges et de nos entrepôts. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a eu cette prime et puis au même moment on voit que le modèle de l'hypermarché, ça c'est un sujet qui, j'allais dire, dépasse le DRH, mais dans lequel il est impliqué lorsqu'il en parle en réunion de COMEX avec tous ceux qui pensent le monde et l'avenir du groupe. Cette question elle est sur la table. C'est-à-dire à quoi va ressembler Carrefour dans 10 ans, au moment où une partie des consommateurs achètent en ligne, au moment où ils se font livrer, au moment où ils poussent moins à la porte des magasins, au moment où on se dit, tiens, je vais plutôt passer en caisse automatique, ça ira plus vite que d'aller en caisse. Vous voyez, je dirais l'importance de cette question pour le groupe, pour ses salariés et pour ceux qui travaillent dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet qui est central ? L'avenir de l'hypermarché, la question se pose différemment selon les pays, mais elle se pose de manière très aiguë en France. C'est la question centrale à laquelle on doit répondre. La conviction que porte Alexandre Bompard, c'est qu'il y a un avenir pour l'hypermarché à condition qu'il se transforme. Et c'est cette transformation qui nous permet aujourd'hui de n'avoir ni vendu ni cédé aucun de nos hypermarchés, à la différence de certains de nos concurrents. Mais la crise est partie de cela. C'est rude. Ça veut dire qu'il faut se transformer, qu'il faut réduire les effectifs. Le sujet est moins de réduire les effectifs que d'adapter la taille et l'organisation des magasins
aux nouvelles attentes qui sont celles de nos consommateurs. C'est aussi d'avoir effectivement, vous l'avez mentionné, ce mixte entre des activités de e-commerce et des activités de commerce physique sur le même site avec des drives qui sont adossés Pas si simple, à d'ailleurs, des magasins. Alexandre Bompard le dit souvent, le consommateur a repris le contrôle de sa consommation. Donc il veut pouvoir choisir le moment où il va en magasin, le moment où il commande sur Internet, le moment où il se fait livrer à domicile, le moment où il va chercher ses courses au drive. Il a repris le contrôle, il a le choix, et nous, notre responsabilité, c'est de répondre à cette attente tout le temps et dans tous les modes de distribution. Donc, ça demande une agilité qui n'était pas dans les gènes de la grande distribution, qui était dans une organisation extrêmement structurée, extrêmement verticale, extrêmement processée. Les GAFA vous challenge, Amazon vous challenge. On voit que Casino est en train d'inventer un modèle quasiment totalement numérisé avec des chariots qui se croisent dans tous les sens pour apporter de la livraison au plus près et au plus vite. Pour le dire simplement, moi j'ai été élevé avec Carrefour. J'allais faire, quand j'avais 5 ans, les courses dans un énorme hypermarché Carrefour. Il existe toujours, il est toujours immense. Est-ce que, et je pense aux salariés qui sont dans ces entreprises, ils se disent aujourd'hui, c'est vrai que les gens vont de plus en plus en caisse automatique, on a des chariots intelligents qui feront qu'un jour on n'ira même plus en caisse puisque tout aura été mis dans le chariot et calculé et presque payé. Est-ce que le physique, est-ce que le bâtiment physique, avec les salariés dedans, existera dans 10 ans? Est-ce que vous dites, on est même en train de repenser l'idée que c'est un peu comme l'entreprise, le télétravail, on travaille chez soi. Il n'y a plus de physique au bureau, il n'y a presque plus de bâtiment. Est-ce que c'est le même débat qui se pose aujourd'hui pour la grande distribution? Moi, je n'ai pas trop de doutes sur le fait que nos magasins physiques existeront. On en aura toujours besoin. Dans 10 ans. Et d'ailleurs, on en ouvre. Alors, on en ouvre sur des plus petits formats. Mais on en ouvre. Donc, le commerce physique continue dans les hypercentres à croître, notamment, effectivement, vous avez raison de le dire, dans les centres-villes. Je crois qu'il faut être très prudent par rapport à ce type de prévision. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans le secteur bancaire et je me souviens qu'au tournant des années 2000, il y avait des rapports qui nous expliquaient que dans 15 ans, il n'y aurait plus d'agences physiques. C'est vrai. Si vous il y en a moins d'ailleurs, un peu. En 2015, il y en avait plus qu'en 2000. Maintenant, il y en a moins. Il y en a moins. Mais c'est très compliqué de prévoir comment l'apocalypse, une bascule d'une activité physique à une activité online. Je crois que c'est pareil pour la grande distribution. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a un avenir pour nos magasins, à condition que nous réussissions à les transformer pour s'adapter à des attentes qui, vous avez tout à fait raison, sont changeantes de la part de nos clients. Juste un mot sur le recrutement, parce que ça, on le voit beaucoup sur le plateau. Aujourd'hui, le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire le talent, c'est celui qui est dans la tech, c'est celui qui va vous créer des systèmes de... Enfin, j'imagine que ça modifie aussi pour le DRH les recrutements. Alors, il y a les recrutements classiques, parce qu'il y a toujours besoin de mettre des gens dans les rayons, d'organiser les rayons, que le magasin soit bien équipé. Mais il y a quand même... Ça modifie le recrutement quand on est challengé sur le digital, le numérique. Il faut aller plus vite. Nous avons pris en 2018 la décision d'accélérer sur le digital, notamment pour combler un retard que Carrefour avait accumulé par rapport à certains de ses concurrents. Effectivement, pour cela, il faut des compétences, il faut des expertises qui ne sont pas des compétences ou des expertises natives dans l'entreprise. Oui. Et il y a effectivement une guerre des talents sur ces profils tech, sur ces profils data, sur ces profils cloud. Donc on se bat, on a quand même quelques arguments pour le faire. Donc on arrive à recruter, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de comparable entre ce qu'étaient les équipes de e-commerce et les équipes digitales il y a 4 ans et ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles ont grossi, j'imagine. Pour autant, évidemment, ça grossit à mesure. Et puis on est extraordinairement attentif à la qualité des personnes qu'on recrute, à la qualité du management. Enfin, on est obsédé en permanence par l'idée d'avoir sur chaque poste le meilleur profil. Après, les difficultés de recrutement, elles ne se limitent pas à ces métiers chez Carrefour. Vous avez de la pénurie aussi dans votre secteur? On en avait avant la crise, donc on l'a toujours. On a une vraie difficulté à recruter sur ce qu'on appelle les métiers de bouche, c'est-à-dire tous les métiers des produits frais en magasin. C'est très compliqué la boucherie, en France de recruter des bouchers, de recruter des boulangers, de recruter des poissonniers. Donc vous les formez. Donc on a mis en place des dispositifs extrêmement performants qui permettent
de recruter des personnes qui ont un niveau de qualification initiale faible, et en fait de les former et de les amener sur ces métiers. Donc vos propres centres de formation pour... Carrefour a le plus gros CFA de France, et l'essentiel de nos formations sont centrées autour de ces métiers de ce qu'on appelle ces métiers de bouche. Vous nous dites qu'il y aura toujours des magasins, mais probablement qui ne ressembleront plus en termes de surface, de volume et même d'organisation des rayons aux mêmes, on est d'accord? C'est ça, on va vers ça. Le modèle se transforme en permanence, et il doit continuer à se transformer pour s'adapter en permanence à l'évolution des attentes de nos clients. C'est aussi quelque chose d'assez nouveau dans la grande distribution, qui s'est beaucoup construite comme un marché de l'offre. On est désormais obsédé par le client. C'est-à-dire, on est obsédé par le fait d'avoir une exécution parfaite, une qualité de service irréprochable, et de pouvoir répondre en permanence à ces attentes. Vous avez été agacé par ce rapport de la CFDT là, qui évoque la fatigue, de l'usure psychologique et une mauvaise note, parce que les salariés notent. Alors on note son chauffeur de taxi, on note son restaurant et son hôtel, et puis on découvre aussi là à travers cette étude de la CFDT, donc on note aussi ses managers. Vous dites, bon, la méthodologie, on la valide pas. Est-ce que quand même vous entendez cette petite musique qui dit, on en a bavé, ça a été dur, il faut pas nous oublier? Alors, d'abord, je n'ai pas été agacé du tout. Je comprends qu'une organisation syndicale essaie de mesurer le pouls de l'entreprise et de se faire je préfère à la limite qu'ils fassent un exercice d'objectivation, même si la méthode est probablement imparfaite. Oui, c'est que 3000 salariés qui ont répondu, on est d'accord. Oui, alors on a nos propres dispositifs de mesure du climat social qui s'appuient sur des méthodes beaucoup plus scientifiques de sondage et d'échantillons représentatifs. Et c'est pas les mêmes chiffres. Exactement. C'est ça. Les mêmes résultats. Qu'importe, je serais tenté de vous dire que ceux qui ont répondu ont répondu. Oui, ceux qui ont répondu ont répondu. Ce qu'ils disent, ils le pensent. Donc, à côté d'autres choses, on doit le prendre et on doit l'écouter. Voilà. L'écouter, c'est-à-dire prendre en charge cette question de la souffrance au travail. Alors, je ne sais pas si on peut parler de souffrance au travail. Je crois très sincèrement que Carrefour est une entreprise qui a demandé beaucoup à ses salariés depuis quelques années, parce que la transformation, c'est toujours un exercice qui est socialement compliqué, mais c'est aussi une entreprise qui est, et depuis toujours, qui est très attentive à la fois aux conditions de travail et à tout ce qui fait la qualité d'une entreprise pour un salarié. Donc, on fait en sorte que Carrefour soit une entreprise où les salariés soient pas malheureux. On est un monde beaucoup. Le modèle social de Carrefour est probablement le mieux disant du secteur. En matière de salaire, il faut le dire. En matière de rémunération. Prime, de rémunération. Voilà. C'est exact. Mais il n'empêche que, effectivement, nous n'avons pas d'autre choix que de nous transformer, et qu'une transformation, c'est toujours compliqué. Un dernier mot quand même sur les GAFA. On sent quand même... ceux qui nous regardent, évidemment, le vivent et en sont peut-être même clients. Amazon a transformé finalement notre rapport à la consommation, puisque Jeff Bezos ne vient pas de l'agroalimentaire, de la fabrication du produit. Il a imaginé cette idée de pouvoir, grâce à une plateforme et au numérique, pouvoir tout acheter, tout vendre. C'est ça son idée. Ça vous challenge terriblement, ça, sur cette question-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, non pas à Jeff Bezos, mais à ce modèle, face à ce modèle? Vous dites, nous, on peut inventer un contre-modèle où on n'a pas le choix, on ira vers ce modèle que finalement nous imposent les GAFA. Non, d'abord, je crois que Amazon est là. Enfin, la question n'est pas de savoir. Il est là. Amazon est là. Oui, c'est ça. J'allais vous dire, il fait partie de de vos enjeux, de notre vie. Ouais. Le point le plus important et celui sur lequel on se bat, c'est qu'il faut que les règles du jeu soient égales. Nous, on n'a pas de difficulté à ce qu'il y ait des nouveaux acteurs et des nouveaux joueurs dans la partie. Égal. Mais il faut que les règles du jeu, dans
tous les domaines, que ça soit social, fiscal, etc. C'est ça. Soit Le siège au Luxembourg, d'accord. Soit égal. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas mon rôle, mais je pense que l'important, c'est que... Donc, vous ne courez pas sur la même ligne, vous ne partez pas sur la même ligne. Non, je n'ai pas une vision forcément pessimiste de cela. Je pense qu'y compris les pouvoirs publics en France se battent pour défendre cette égalité. Bruno Le Maire en particulier. Voilà, mais effectivement, l'important, c'est ça. Après, écoutez, tous ces nouveaux acteurs, et on en est aussi un nouvel acteur dans certains domaines d'activité, ils nous challengent, comme on challenge certains de nos concurrents, et tout ça, ça fait progresser le métier. En tout cas, c'est le monde digital, en tout cas, c'est le magasin digital qui est visiblement en train de s'imposer, avec l'idée de réduire les surfaces et de se réapproprier les centres-villes. Juste un mot avant de nous quitter, il y a un enjeu aussi d'emploi et de vitalité. On voit que les centres-villes de villes moyennes en province sont en train de mourir doucement, les commerces tirent les rideaux. Est-ce que Carrefour, là aussi, peut être un acteur de revitalisation de nos territoires, par des petits markets, par des petites surfaces, par des offres plus attractives? Enfin, de manière générale, Carrefour est un acteur clé, parce que très maillé, de l'emploi, notamment dans les territoires. Parce qu'il y a vraiment j'allais dire, en France, il y a vraiment deux mondes différents. Il y a l'Île-de-France d'un côté, avec ses problématiques, et il y a le reste, avec des problématiques qui souvent sont opposées. Et lorsqu'on est dans les territoires, je pense qu'on est un acteur clé de l'emploi, en général, juste après les services publics, et on est très conscient de la responsabilité que ça nous donne. Et lorsqu'on a annoncé qu'on allait recruter 15 000 jeunes, un jeune, une solution, tiens, notre partenaire. On l'a fait en s'appuyant sur le programme Jeune, une solution. On en parlait hier sur le plateau. On a privilégié les jeunes issus des quartiers en difficulté, c'est-à-dire ceux qui sont en proximité immédiate de nos magasins dans les territoires, parce que nous considérons que nous avons une responsabilité sociale à l'égard de notre proche environnement et de l'environnement de nos magasins. Un jeune, une solution. On avait Thibaut Guilluy hier, le haut-commissaire, pour venir nous parler de ce sujet. Il est notre partenaire dans l'émission. C'est une politique de la diversité et de l'inclusion que vous menez en fait. Alors, Carrefour est une entreprise inclusive et veut l'être encore plus. Et elle veut l'être à la fois pour ses salariés, comme d'ailleurs elle veut l'être aussi pour ses clients. Les deux sont totalement indissociables. Vous voyez, quand nous lançons une initiative, comme nous l'avons fait en début de semaine, autour de la langue des signes, que nos salariés maîtrisent des basiques de la langue des signes qui leur permettent d'interagir avec des clients sourds ou malentendants, très important. On est au cœur de cette vocation inclusive qui est celle de Carrefour et qui s'applique à la fois aux clients et à la fois aux salariés. Merci Jérôme Nanty d'être venu sans détour nous parler de cette entreprise que tout le monde connaît et qui se transforme. Qui est passionnante. C'est quoi là votre rendez-vous après cette émission? Parce que vous me disiez tout à l'heure il y avait beaucoup de nouveautés. On sait, et parfois on ne sait pas. C'est quoi là? Vous allez vers quoi? Nous allons... sans dévoiler des secrets. Nous allons faire quelques annonces aujourd'hui aux partenaires sociaux, donc je vais les retrouver après vous avoir quitté. Oui, parce qu'on oublie de dire évidemment qu'un DRH, c'est aussi celui qui est en première ligne pour négocier avec les partenaires sociaux. C'est pas toujours facile. Ça demande quoi? Du doigté, de la souplesse, de la psychologie? Ça demande de l'écoute. Je pense que le secret d'un dialogue social réussi, c'est un dialogue dans lequel les deux parties s'écoutent. Donc il faut écouter. Il faut écouter. Mais j'imagine que vous avez aussi quelques propositions. Je vais aller écouter. Vous allez écouter et puis faire des propositions quand même. Et je vais faire des propositions. Oui, parce que vous ne faites pas qu'écouter, vous êtes quand même le DRH de Carrefour. Faut écouter d'abord et faire des propositions ensuite. C'est ça c'est la méthodologie Jérôme Nanty. On écoute et on propose. Merci d'être venu nous rendre visite, DRH du groupe Carrefour. Restez une seconde avec nous. L'émission se termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va pas être dépaysé puisque c'est l'open sourcing qui devient un enjeu de recrutement. Bah oui, quand le data, l'open sourcing, eh bien c'est devenu l'outil essentiel du recrutement. On en parle, c'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Quand les data deviennent des outils essentiels au recrutement. Alors on parle beaucoup des data dans tous les métiers. On en a parlé il y a quelques instants avec le DRH de Carrefour, le digital, les data. Et on en parle avec Dan Guez, PDG d'Open Sourcing. Alors,
Vous avez utilisé open sourcing comme nom de société, mais c'est vrai que la tentation, c'est de dire Dan Guess fait de l'open sourcing. Mais vous êtes aussi le patron d'open sourcing. Exactement. Racontez-moi un peu votre histoire. Comment on arrive à créer cette entreprise? Vous avez, je crois, la fibre de l'entrepreneuriat en vous, mais pourquoi avoir choisi ce secteur? Pourquoi c'est important pour vous? Alors moi, déjà, merci pour l'invitation. Alors j'ai fait mes armes dans le groupe Adecco et je suis rentré dans la partie web. Eh oui. Digital. Et tout de suite tombé de ce côté-là. Je suis tombé dedans par hasard et tout de suite. Ce qui m'a fait ensuite entrer dans le groupe Quel Job, qui s'est fait racheter par Cadre Emploi, Figaro, tout ça. D'accord. Donc je baigne dans le digital et dans le recrutement digital depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est votre carrière. Exactement. Et justement, à un moment donné, quand on a compris avec mon associé qui vient aussi du groupe Figaro, Sébastien Canard. exactement, quand on a compris que l'enjeu des recruteurs n'était pas de l'inonder de candidatures, mais plutôt de lui apporter les meilleurs dossiers ciblés, qualifiés, du qualitatif, pas du volume. Exactement, du qualitatif avec de la réactivité, tout en exploitant le web. De manière ouverte. Justement, ça c'est intéressant Voilà. parce que open sourcing, comme son nom l'indique, c'est que vous allez chercher sur l'ensemble de. Exactement. D'accord. Et donc l'idée, en fait, on s'était rendu compte que tout le monde était OK pour dire que c'est grâce à Internet qu'on va recruter, c'est super, etc. Mais personne n'a forcément le temps, tous les outils, toute l'expertise, etc. pour utiliser le web. Donc, au final, qu'est-ce qu'on fait? On sous-traite à nos clients cette expertise, cette façon de faire, ce savoir-faire, ce temps. Le client vient vous voir, vous dit, écoutez, moi je voudrais passer par open sourcing grâce aux techniques d'open sourcing. Une fois que vous avez récupéré ce client qui n'est plus un prospect, comment vous faites techniquement? Comment ça marche? Comment on va chercher et comment on cherche? Parce que c'est votre métier depuis 20 ans. Ouais. En fait, bon, déjà, l'idée, c'est de bien comprendre ce que recherche le client. Bien sûr, il faut bien cibler sa demande. Voilà, et ça, c'est stratégique. Il faut prendre le temps de bien le faire. Parce que quand on met en place une stratégie de sourcing, il faut qu'elle soit vraiment en corrélation. Sinon, vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. Voilà, exactement. Donc, on a bien compris. On va mettre en place une stratégie de sourcing la plus ouverte possible, mais la plus en phase avec le besoin. On va utiliser donc différents univers de recherche. Ça peut être des job boards traditionnels, APEC, Pôle emploi, mais ça peut être aussi des job boards privés. On a parlé de Cadre emploi, Monster, Région de Job, etc. Enfin, eWork, etc. Des spécialisés. On va aussi utiliser beaucoup en ce moment les métamoteurs de recherche en faisant de la programmatique pour essayer vraiment de parier au mieux sur les meilleurs moments pour pouvoir capter les meilleurs Mais est-ce que candidats. vous ouvrez la presse quotidienne régionale aussi? Parce qu'il y a des annonces d'emploi. Non. Pas encore. Tout sur le digital. Tout sur le digital. Tout sur le digital. Donc le digital, il y a aussi des annonces d'emploi dans la PQR en digital. Oui. Alors c'est ça, mais avec la force de frappe qu'on a aujourd'hui, on a privilégié les grands médias qui sont présents partout. Effectivement, on aurait très bien pu dire, on va prendre des sites très spécialisés. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais on a préféré prendre une stratégie très large. Mais Dan, on voit le spectre est très large. Vous avez une demande très précise. Vous allez recueillir beaucoup dans vos filets. Voilà, et pour amener ensuite à combien? Pour amener ensuite à un? Non, rassurez-moi. À une dizaine de candidats vraiment qui sont dans la plaque. Capables d'être présentés aux clients. Exactement. Après, tout notre travail, la première partie, c'est le sourcing, vous l'avez bien compris. On va utiliser LinkedIn et tous ces réseaux sociaux. Et ensuite, c'est l'entonnoir. Et l'entonnoir, c'est nous. Le filtrage, quoi. Les humains, mais aussi les algorithmes. Les deux se marient ensemble. Ouais, exactement. On a développé aussi beaucoup d'algorithmes chez nous en propre qui nous permettent de gagner un maximum de temps, de se concentrer sur les meilleurs dossiers. Et ensuite, l'humain reprend la main. Et l'objectif, c'est vraiment de faire gagner un maximum de temps en proposant les meilleurs dossiers. Pour qu'on soit bien concret, entre le moment où le client, vous avez discuté 2 heures avec lui, 3 heures avec lui pour faire une proposition concrète, cadrée, c'est quoi le délai entre le moment où il y a eu cet échange avec le client et le moment où vous lui amenez les 15 candidats? C'est quoi le délai? On s'engage sur un délai entre 24 et 48 heures pour les premières candidatures. Waouh! Ouais. Donc, ce qui fait votre force, open sourcing, c'est cette capacité d'aller vite. Exactement. On est d'accord. C'est votre valeur ajoutée. En fait, notre métier, c'est de sourcer. Donc, on sait le faire. On connaît toutes les techniques. On est très à l'aise là-dessus. Donc, on va très vite. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Mais il faut surtout qu'on amène les bons dossiers.
Et c'est en ça que l'enjeu est là, en fait. Ben, enfin, vous avez un enjeu de temps. C'est-à-dire que le client vient chez vous Ah oui. parce qu'il est dans un moment Il gagne du temps. essentiel, il doit aller vite. Il n'a pas un mois pour trouver son collaborateur. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, puisqu'en fait, les candidats bougent beaucoup. Vous dites l'humain, donc vous avez une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent, qui sont aussi, eux, des experts du sourcing, hein, j'imagine, dans chacun des domaines que vous avez évoqués. Et puis, il y a l'algorithme. Alors, l'algorithme, il rentre doucement dans les mœurs. Hein, vous avez vu qu'il fait un peu moins peur, l'algorithme, mais il fait toujours un peu peur. Qu'est-ce qu'on lui rentre dans la grande bouche de l'algorithme? C'est quoi les données qu'on lui met qu'est-ce qu'on rentre dans l'algorithme? Alors déjà, l'algorithme, Ça veut tout dire et rien dire. voilà. En fait, il y a plusieurs algorithmes. Et chacun se fait son algorithme. D'accord. Vous avez le vôtre, parce que On a le nôtre. ce sont vos outils. Exactement. Le nôtre, c'est les critères de nos clients. Non pas sur CV, parce que pour moi, un CV ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt sur Les soft skills. les soft skills, par exemple, les attentes du candidat. Est-ce que sur la rémunération, par exemple, on est en phase? Ça sert à rien de parler une heure avec un candidat si déjà on sait que sur la rémunération, Donc ça tout de sera pas en suite, l'algorithme, l'ordinateur va trier, va dire celui-ci phase. veut Il va plus de ça. poser les bonnes questions. Voilà. Il va ok. poser les bonnes questions au candidat en fonction des attentes de mon client. Donc chaque algorithme est programmé par rapport à chaque mission. Donc l'algorithme, en fait, il arrive en deuxième étape. C'est lorsque vous avez vos 15 candidats, ils vont recevoir Non, c'est juste avant. C'est juste avant. Non, Ouais. j'arrive pas à C'est voir entre le grand sourcing de masse Voilà. et les 15 candidats. Les 15 candidats. Et donc le candidat a quand même été approché par un questionnaire pour qu'il puisse répondre, pour affiner, on est d'accord? Alors ce questionnaire, il peut se faire sur le web, il peut se faire au téléphone, il peut se faire en visio, peu importe. Mais à un moment donné, il se fait. Et derrière, l'algorithme, il va nous scorer les meilleurs dossiers. Ensuite, l'humain reprend parce que. Et donc troisième étape, là Voilà. ensuite, il passe à travers un nouveau Voilà, filtre. l'humain regarde quand même ce qui se passe. Parce que bon, un algorithme c'est sympa, mais c'est pas, on peut pas tout. Voilà, on n'en est pas là encore. Hein. L'algorithme intelligent avec Voilà. qui vous accompagne jusqu'à l'entretien. Ah, Ça, c'est pas encore. je pense que l'humain, et surtout on parle de recrutement, donc on parle Ah ouais. de ressources humaines. Enfin, dans votre tête, vous riez, mais en fait, vous dites, après tout, peut-être qu'un jour, on arrivera jusque-là. C'est-à-dire qu'on aurait des recrutements totalement numérisés en data. Bah, de toute façon, On n'en est pas loin, en fait. on n'en est pas loin, et puis ça va tellement vite que peut-être qu'un jour on y arrivera. En tout cas, aujourd'hui, on a besoin de l'humain. Ça, c'est une évidence. Et on a besoin de l'algorithme, parce que c'est impossible de traiter autant de candidatures en si peu de temps. Bien sûr. Donc, l'enjeu pour le client, et quand il pousse votre porte, c'est quand même un enjeu de délai, mais aussi la garantie, je l'imagine, d'une qualité, d'une sélection très digest, très qualitative de vos candidats. C'est bien cela. C'est exactement, c'est lui présenter les meilleurs dossiers le plus rapidement possible. Vous allez me dire, comme font les politiques, c'est quoi la différence avec un cabinet de recrutement traditionnel? Je dirais le cabinet de recrutement à papa, quoi. Les entretiens. Vous dites qu'il y a de la place pour tout le monde, ou vous dites doucement c'est l'open sourcing et c'est la data qui va gagner? C'est une très bonne question parce que, alors bon, déjà, nous on a un groupe avec plusieurs entreprises, donc on a Open Sourcing qui fait du sourcing, on a Open Success qui est un cabinet de recrutement, mais pas la papa, et, et on a Open Transition qui fait du management de transition. D'accord. Et ces trois entités ont pour ADN commun le sourcing. Et en fait, avant la crise, avant cette fameuse crise du Covid, nous on faisait déjà du digital et de la visio. Ah et on Vous a êtes jamais- déjà dedans, vous? Ça, je vais vous dire un truc qui va peut-être faire sauter certaines personnes, mais en 15 ans, on n'a jamais rencontré un candidat. Jamais. On fait tout au téléphone, par visio, Enfin, par... Entendons-nous, vous les avez rencontrés, mais en distanciel. Exactement. Jamais en On a lui jamais serrant la rencontré main en dans un physique. bureau. Et voilà, Vous voulez prendre un café, on un a verre d'eau, jamais quoi. rencontré Ouais. en physique un candidat. D'accord. Et pourtant, on fait plus de 1000 recrutements par an pour nos clients. Et avant, beaucoup d'entreprises nous prenaient un peu pour des fous, en disant, mais attendez, nous, il faut que vous rencontriez les Comme candidats, ça, bien etc. sûr, bien sûr. C'est important pour nous. Bah ouais. Et nous, on leur expliquait, mais attendez, c'est vous le recruteur, c'est à vous de le rencontrer. Nous, on est là pour vous sélectionner les meilleurs dossiers. exact. Mais c'est à vous de... En fait, je ne fais pas le boulot à votre place, quoi, vous leur dites. Le recruteur, Exactement. le DRH, c'est Le vous. recruteur, c'est vous. Ouais. Moi, je suis votre aide, votre compagnon au niveau sourcing, au niveau sélection, au niveau présélection des candidats. Et aujourd'hui, tout est inversé. Ah, ben c'est pas grave si vous les rencontrez pas. De toute façon, maintenant, on a l'habitude, puisque en quelques Vous les avez éduqués. mois, le marché a balayé d'une main toutes les
tout ce qu'on avait vu. Merci Dan Guez de nous avoir transmis cette passion. J'ai tout compris. Pour le coup, j'ai tout compris à l'open sourcing et à la manière dont vous procédiez pour aller jusqu'au recrutement. C'est un vrai plaisir. Je rappelle que vous êtes le PDG d'open sourcing et non pas de l'open sourcing. Et on l'a compris, c'est un groupe avec évidemment plusieurs entités, mais dont la data et le sourcing est le cœur et l'ADN. C'était un plaisir de vous accueillir pour terminer cette émission. À très bientôt. Bon vent. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagne. C'est un vrai plaisir. Portez-vous bien et puis restez évidemment fidèles à tous nos programmes. Je serai là demain. Bye bye.